Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un livre vraiment passionnant, L'hypothèse du bonheur de Jonathan Haidt. C'est un ouvrage qui prend les grandes sagesses du passé et les passe au crible de la science moderne pour tenter de répondre à une question fondamentale. Cette question, c'est la grande question, non? Celle qui nous accompagne depuis la nuit des temps. Au fond, comment est-ce qu'on est censé vivre sa vie? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des réponses partout, tout le temps. Dans les livres de développement personnel, sur des calendriers, même sur des sachets de thé, on se sent un peu perdu, noyé sous un tas d'informations qui se contredisent. Et c'est là que l'approche de Jonathan Haidt est géniale. Il se positionne un peu comme un détective. Il prend ces grandes idées millénaires et il les confronte aux découvertes de la psychologie d'aujourd'hui, juste pour voir ce qui tient vraiment la route. Alors la première grosse idée du livre, c'est que notre esprit n'est pas unifié. Il est en fait profondément divisé. On a tous déjà ressenti ça. Cette impression d'être tiraillé et de vouloir une chose et son contraire en même temps. Eh bien, ce n'est pas juste une impression. C'est parce que notre esprit est un champ de bataille permanent entre différentes forces. Et ça, les anciens l'avaient déjà compris. Et cette vieille idée, elle a été confirmée de manière assez spectaculaire dans les années 60 grâce à des expériences un peu folles menées par Michael Gazzaniga sur des patients au cerveau divisé. Alors, l'expérience est juste fascinante. En gros, on montre une image à l'hémisphère droit du cerveau, celui qui ne parle pas. Quand on demande au patient « Qu'est-ce que vous avez vu ?», son hémisphère gauche, celui qui parle, répond « Rien du tout ». Mais voilà le truc, sa main gauche, elle, pointe vers la bonne image. Et le plus fou, c'est que l'hémisphère gauche va alors inventer une histoire complètement bidon pour justifier ce choix qu'il ne comprend pas. Ça, c'est notre module interprète, notre compteur intérieur qui passe son temps à justifier nos actions. Pour que ce soit plus simple à visualiser, Haidt utilise une métaphore géniale, celle de l'éléphant et de son conducteur. L'éléphant, c'est nos émotions, nos intuitions, c'est énorme, c'est puissant. Et le conducteur, c'est notre raison, notre conscience. Il est tout petit, perché sur l'éléphant, et il essaie de l'iriger. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, c'est bien l'éléphant qui décide où il va. Pour voir ça en action, prenons une expérience de pensée célèbre du livre. Imaginez un frère et une sœur, Julie et Marc. Ils décident une seule fois d'avoir une relation sexuelle. Ils utilisent 2 moyens de contraception, personne n'est blessé, et ils trouvent même que ça a renforcé leur relation. La question est simple. Moralement, est-ce que c'est acceptable? Pour la quasi-totalité des gens, la réaction est immédiate, viscérale. C'est l'éléphant qui se cabre et qui hurle « non ». Et c'est là qu'on observe ce que Haidt appelle la stupéfaction morale. L'éléphant a déjà décidé, c'est non, un point c'est tout. Et le pauvre conducteur, lui, il pédale dans le vide pour essayer de trouver des raisons logiques, mais n'y arrive pas. On se retrouve à dire « je sais juste que c'est mal, mais je sais pas pourquoi ». En fait, Benjamin Franklin avait déjà tout résumé. Notre raison, ce n'est pas tellement un juge impartial, c'est plutôt l'avocat personnel de notre éléphant émotionnel. Ok, donc on a un esprit divisé où les émotions mènent la danse. Mais alors, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Qu'est-ce que la science a à dire là-dessus? Pour ça, comparons 2 profils. D'un côté Olivier, de l'autre Marie. Sur le papier, la vie d'Olivier a l'air beaucoup plus enviable que celle de Marie, on est d'accord? Mais si on devait parier, là maintenant, qui est la personne la plus heureuse des deux? Eh bien, la science nous dit qu'il faudrait sans doute miser sur Marie, tout simplement parce que nos intuitions sur ce qui fait le bonheur sont souvent complètement à côté de la plaque. Et pourquoi donc? Parce que des choses comme la qualité de nos relations sociales ou le sentiment d'appartenir à une communauté ont un impact beaucoup plus fort sur notre bonheur que le salaire ou l'apparence physique. On est des êtres ultra sociaux, notre cerveau est câblé pour ça. Le plaisir qu'on tire des relations est bien plus profond et durable que celui d'une augmentation. Mais il n'y a pas que le bonheur dans la vie, il y a aussi la quête de sens. Et c'est souvent quand on traverse des épreuves que cette question devient centrale. On connaît tous cette phrase de Nietzsche. Eh bien, il semblerait que la science moderne soit plutôt d'accord avec lui. Des études montrent que surmonter une épreuve difficile peut en fait nous faire grandir. Ça nous oblige à faire une pause, à revoir nos priorités, et ça peut même nous révéler des forces qu'on ignorait posséder. C'est ce que les psychologues appellent la croissance post-traumatique. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? C'est quoi la grande leçon de ce voyage entre sagesse antique et découverte scientifique? Pour Haidt, une vue qui a du sens, ce n'est pas juste une collection de beaux moments. C'est avant tout une question de cohérence, d'alignement. Il faut qu'il y ait une harmonie entre le niveau physique, notre corps, notre environnement, le niveau psychologique, que le conducteur et l'éléphant aillent dans le même sens, et le niveau socio-culturel, nos liens aux autres et à un projet plus grand que nous. En fin de compte, tout est une question d'équilibre. Trouver le juste milieu entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et le monde extérieur, entre le besoin de s'améliorer soi-même et le besoin de se connecter aux autres. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une idée assez vertigineuse. Et si le bonheur, finalement, ne se trouvait pas en creusant à l'intérieur de soi, et s'il venait plutôt de l'extérieur, de la qualité des relations qu'on arrive à tisser?
entre nous et les autres, entre nous et notre travail, et entre nous et quelque chose qui nous dépasse.